C'est l'heure du journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour. Et le ton monte chez les syndicats du site de Florange. Ils menacent désormais d'occuper les hauts fourneaux du site. Et oui, vous le dites, la tension monte d'un cran après l'annonce d'ArcelorMittal. Le géant de l'acier a décidé hier de se désengager du projet Ulco. C'est la Commission européenne qui nous l'apprenait hier. Or, ce programme européen était considéré jusqu'ici comme le seul moyen de sauver l'activité des hauts fourneaux de Florange. On y voit plus clair avec les explications de leur manant. Matignon y croyait très fort, ArcelorMittal se montrait moins enthousiaste sur le projet Ulcos. Un programme de captation et de stockage de CO2 devant permettre de produire un acier plus propre et dont le principal avantage était de maintenir en activité un des hauts fourneaux de Florange. Mieux, la filière chaude aurait regagné en compétitivité grâce à d'importantes économies sur le coût d'émission de CO2 que doivent verser les industries. Mais jeudi matin, ArcelorMittal a annoncé qu'il renonçait au projet, au moins pour cette année. François Hollande affirme, lui, que le programme Ulcos sera mené à bien. Tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Et ce qui a été engagé aussi pour faire que ce projet Ulcos voit le jour auprès de l'Europe sera mené à bien. J'en fais ici la promesse. ArcelorMittal a expliqué qu'il se retirait de l'appel d'offres lancé par la Commission européenne pour raisons techniques. Une décision d'autant plus surprenante que le dossier avait de bonnes chances d'être sélectionné. Bruxelles aurait alors investi 260 millions d'euros à Florange. Mais pour les syndicats, cet abandon est un coup de massue. On n'y croit plus. Si le projet Ulcos n'est pas retenu, même dans sa première phase, dans 6 ans, nos hauts fourneaux seront complètement dégradés. Et là, c'est la fin de nos hauts fourneaux, donc la fin de notre filière liquide. Néanmoins, le gouvernement et ArcelorMittal l'assurent, un projet Ulcos 2 sera présenté en 2013. Alors tous les espoirs étaient fondés sur ce programme européen. Quel est le scénario qui se profile maintenant pour Florange ? Scénario pessimiste, vous pouvez bien l'imaginer. Après ce sujet, vous l'avez compris, dans le cas de Florange, le projet Ulcos européen permettait en fait de maintenir l'activité des hauts fourneaux. C'était sa raison première. C'était en fait la clé de voûte de l'accord signé entre le gouvernement et ArcelorMittal. Sans Ulcos, Arcelor signe quasiment l'arrêt de mort des hauts fourneaux. Déjà, des députés socialistes demandent à l'État de remettre sur la table la question de la nationalisation qui avait fait la une de toute la presse la semaine dernière. Il va être très très difficile pour le gouvernement de refaire surface, de ne pas perdre la face, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement décrié sur ce dossier. Les salariés du groupe manifestent un petit peu partout en France. Il y a plusieurs sites, il y en a dans le sud de la France, il y en a du côté de Nantes. Partout, ça se mobilise. Ceux du groupe, ceux de Florange, eux, menacent, on le disait un petit peu tout à l'heure, d'occuper les hauts fourneaux si on coupe les gaz, c'est-à-dire que si on coupe les gaz, on met en veille l'installation. Mettre en veille et arrêter un processus comme celui-là, c'est quasiment arrêter la vie, l'essence même de tout le bâtiment. Voilà. Alors direction maintenant les États-Unis et cette pression toujours entre la Maison-Blanche et le Congrès américain pour mettre en œuvre les réformes fiscales. Les réformes fiscales, c'est un petit peu le même son de cloche en Europe. Aux États-Unis, c'est le cœur du débat, la réduction du déficit public. Démocrates et républicains doivent trouver un accord d'ici la fin de l'année. La menace s'appelle le fiscal cliff. Retenez bien ce mot, vous allez l'entendre pendant des semaines si ce n'est pas déjà fait. Un mur fiscal qui obligerait à 600 milliards de dollars d'économies sous forme notamment de hausse d'impôts. Le reportage en Floride de nos correspondants pour France 24, Cécile Magne et Charlotte Lassalle. À Homestead, dans le sud de la Floride, ce magasin de fruits et légumes est une institution depuis 1960. Mais jamais ses propriétaires n'ont été aussi inquiets. Ils craignent que le pays ne fonce droit dans ce que l'on appelle le mur fiscal, de fortes hausses d'impôts qui les affecteraient directement. C'est vraiment effrayant, c'est absurde, pourquoi vouloir écraser les petits commerces ? Brandon Mulling a fait ses calculs, ses impôts sur le revenu risquent d'augmenter de 1 700 € l'an prochain. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ses fournisseurs comme ses clients auront aussi à en subir les conséquences. J'achète mes produits à de petits exploitants. S'ils augmentent leurs tarifs, ils entraînent tout à la hausse. Si je dois payer plus cher le maïs, je dois le répercuter sur mes propres prix de vente. Ces hausses d'impôts pèseront donc sur le pouvoir d'achat des ménages, d'autant qu'elles se doubleront d'une réduction drastique des dépenses et des emplois publics. Selon cet économiste, c'est un peu la double peine pour les contribuables.
Le type moyen de revenu, 40, 50, 60 000 $ par an. Ces gens dépensent la plus grande partie de leurs revenus. S'ils gagnent moins, ils dépensent moins. S'ils dépensent moins, l'État touche moins d'impôts. Donc les effets sont considérables. Le FMI estime que cette situation pourrait engendrer une récession aux États-Unis. La famille Molling craint de devoir mettre au chômage une partie de ses 30 employés. Et on jette maintenant un coup d'œil au marché. Les marchés asiatiques, avant tout, qui viennent juste de clôturer quasiment à l'équilibre en début de séance, qui ont eu des va-et-vient. C'est surtout les valeurs japonaises qui finissent en baisse à moins 0,19% pour le Nikkei. Alors, on va faire un petit point avec vous maintenant sur le reste de l'actualité économique en bref. Et on commence avec Sephora qui restera ouvert la nuit sur les Champs-Élysées. C'est ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Paris. L'enseigne de LVMH était poursuivie par les syndicats opposés à l'ouverture du magasin jusqu'à minuit la semaine, 1h du matin le week-end. Free Mobile relance la guerre des prix et améliore son offre à 2 € par mois, doublant le temps de communication disponible avec SMS Internet illimité. En moins d'1 an, Free est devenu le 4e opérateur de téléphonie mobile en France, captant près de 4,5 millions de clients. Enfin, Alcatel-Lucent évincé du CAC 40 par le fabricant de cartes Gemalto, le cours de l'action étant passé en dessous des 1 €, son plus bas historique. Et le géant russe Gazprom se lance à l'assaut du sud de l'Europe. Et oui, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui. Coup d'envoi dans la fin de la matinée de la construction de ce gazoduc russe qui s'appelle South Stream, et ce en présence du président russe Vladimir Poutine. Stratégie, objectif, les explications d'Axel Simon. Le géant Gazprom étend un peu plus son empire en Europe. Le groupe gazier russe inaugure la construction d'un tout nouveau gazoduc. Baptisé South Stream, il est long de 2500 km. Depuis la Russie, il passe sous la mer Noire et rejoint le nord de l'Italie. Objectif, approvisionner en gaz russe le sud de l'Europe tout en contournant l'Ukraine. C'est un chantier à plus de 16 milliards d'euros qui fait suite à la construction de son jumeau nordique, le Nord Stream, qui traverse lui la mer Baltique. South Stream associe davantage les Européens. Pour la partie offshore, Gazprom a voulu s'entourer du français EDF, de l'allemand Wintershall et de l'italien Eni. Car les Russes parient sur une forte augmentation des importations en gaz des Européens à hauteur de 100 milliards de mètres cubes d'ici 2020, avec à la clé une dépendance accrue passant de 48 à 74%. Et pour le Kremlin, la construction de ce conduit titanesque est autant politique qu'économique. Il s'agit d'éviter les crises à répétition avec le voisin ukrainien, aujourd'hui principal canal de transit du gaz russe, tout en concurrençant le gazoduc Nabucco, un projet lancé par Bruxelles qui vise à réduire cette dépendance européenne, mais qui pour l'heure peine à sortir de terre. C'est la fin du journal de l'économie. Merci Myriam. Merci Pauline. Et restez avec nous, Paris Direct continue. Vous retrouvez tout de suite Philomé Robert. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.
Du 4 au 8 décembre 2012, Dakar abrite la 6e édition du sommet Africité. Africité, c'est plus de 5000 participants et 5000 m² de salon d'affaires pour construire l'Afrique des territoires. Du 4 au 8 décembre, Dakar, le rendez-vous de l'Afrique des peuples.